والاخر خلى والديه دان كو دو تات كيف يكونوا بعيد يعرفوا القيمة ويتي مون بير. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons le plaisir de recevoir un jeune candidat, Yeferi Benzarga. Vous êtes candidat aux élections législatives prochaines du 10 et 11 juin, le 11 juin. 10, 11, 12. 10, 11, 12, voilà. Pour l'élection législative, vous venez de loin, vous venez de Charente-Maritime, de La Rochelle. Exactement, merci Sénardine pour l'invitation sur votre honorable radio. Effectivement, je viens de La Rochelle. Voilà, marhaba bik, à Marseille. Allah ysalmak. Marseille qui ne vous change pas trop de bled, comme on dit. Non, aujourd'hui, plus la 49e, mais la 59e wilaya. Allez, impeccable. Et voilà, il y a pas mal de candidats qui sont passés à la radio. Chacun il a voulu parler de son projet, parce qu'on ne peut pas parler de programme. Programme, il faut avoir des chiffres, il faut avoir de... Voilà, je vois que vous êtes un militant associatif depuis pas mal d'années. Et il faut que les gens sachent quand même que votre arrière-arrière-grand-père a été médecin de l'émir Abdelkader, rahimahullah. C'est quand même c'est quelque chose de... C'est difficile à porter en nom un bonhomme qui a soigné l'émir Abdelkader. Voilà, donc je vous donne la parole et vous allez parler un peu de vous, de votre activité, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous vous êtes lancé dans cette bataille législative. Tfadal. Merci Sénardine. Effectivement, vous venez de le rappeler, un de mes aïeux fut Mohamed Benzarga, médecin et chirurgien personnel de l'émir Abdelkader. Allah yarhamhum fi zouj, Allah yarham kam al-jama'a li kant ma l'asmala comme on dit. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, à l'âge de 30 ans, je me porte candidat aux élections législatives en Algérie. Pourquoi ? La raison est toute simple. J'estime qu'actuellement, le pays est en train de changer. Il y a un changement qui a été opéré. Le pays il est sur une voie, la voie du changement. Une page est en train de se tourner et ce pays a besoin de sa jeunesse. Sa jeunesse sans exclusion. J'en fais partie ici. Je me porte candidat pour le poste de député au niveau de l'immigration. Le constat était simple. De tout temps, j'ai vu et j'ai vécu, étant algérien vivant à l'étranger, que les Algériens à l'étranger n'étaient pas considérés comme des Algériens à part entière, mais étaient tout le temps considérés entièrement à part. Un des objectifs que j'ai en tête et qu'il faudra inverser, il faudra inverser la tendance, c'est que ces Algériens-là soient considérés à part entière et non pas entièrement à part. Effectivement, vous avez parlé de projet et non pas de programme, puisqu'un programme, il faut le chiffrer. Je ne me présente pas aux élections présidentielles, mais pour des législatives. Donc, vous parlez de baisser les prix des billets d'avion, vous parlez de chiffres, etc. Ça serait totalement populiste et démago. Et la recette ne fonctionne pas, elle n'a pas fonctionné sur moi, sur les anciens candidats qui m'ont précédé, et elle ne fonctionnera pas, ça serait mentir aux gens. Par contre, je pars du principe qu'il faut proposer des solutions viables et surtout des solutions faisables. Le député, il est là pourquoi ? Il est là déjà pour représenter le peuple. Il n'est plus député de sa circonscription, mais il est député de la nation. Donc je pourrais autant parler des Algériens qui sont en Algérie que des Algériens qui sont ici. La préoccupation principale des Algériens, c'est d'être considérés et que leur voix soit portée en haut lieu. Bien entendu, il faut trouver des solutions, il faut analyser la situation, mais je pense qu'aujourd'hui tout le monde a fait son analyse de sa propre analyse de la situation, de l'état du pays, de nos compatriotes et surtout de l'immigration, notamment en France. Alors, aujourd'hui, si je vous donne l'actualité la plus brûlante actuellement, qui est le prix du billet d'avion, etc., dans notre programme, la solution que nous proposons à notre niveau et qui est possible et qui peut être porté par le représentant du pôle, c'est-à-dire le député, c'est de proposer à l'exécutif l'ouverture du ciel algérien à la concurrence. Voilà. Bien entendu, je ne parle pas du tout de privatisation d'Air Algérie, loin de là, mais je parle bien de l'ouverture du ciel algérien à la concurrence. Air Algérie étant une compagnie aérienne à vocation commerciale, c'est une entreprise publique bien entendu, mais elle a vocation commerciale. Donc il faut que Air Algérie, à un moment donné, quand on ouvrira, si on ouvre le ciel aérien algérien, qu'elle se conforme à la concurrence. Donc qu'elle propose des billets moins chers, etc. L'ouverture à la concurrence, elle a deux objectifs.
un, baisse des billets d'avion, et deux, la multiplication des ponts aériens entre l'Algérie et différents pays où réside notre communauté. Donc ce sont des propositions qui sont viables, qui ne coûtent pratiquement rien à l'État, au denier public. Il y a une seule proposition qui pourrait coûter au Trésor public, ça serait la proposition que nous faisons de travailler de concert avec le ministre des Affaires étrangères pour une multiplication des réseaux consulaires. Voilà, ça pourrait coûter un petit peu d'argent à l'État, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des concitoyens qui font plusieurs centaines de kilomètres pour pouvoir aller refaire leur passeport, sachant que la digitalisation, elle n'est qu'à ses débuts dans notre administration et qu'il faut la généraliser, bien entendu. Voilà, ça serait pouvoir ouvrir d'autres circonscriptions consulaires pour répondre au mieux aux attentes du citoyen, être au plus proche de ce citoyen. Voilà ce que je peux dire en introduction sur le pourquoi du comment. Voilà. C'est vrai que quand on parle avec la communauté, les gens de la communauté, les responsables communautaires, il y a deux thèmes qui reviennent souvent. C'est le rapatriement des défunts et c'est le prix du billet. Je pense qu'il y a autre chose encore qui est beaucoup plus importante que ça. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, c'est pas si vous êtes... à un certain moment, le président de la République, pendant l'élection présidentielle, pendant toute la campagne, il disait que s'il était le président de la République, que les défunts algériens qui décèdent à l'étranger seront pris en charge par l'État algérien. La loi elle a été votée à l'Assemblée nationale, elle a été promulguée par lui. Les gens pendant 7-8 mois, ils avaient cru, et à un certain moment, ils ont arrêté tout. C'est là que les gens, il y a quand même une certaine confiance. Peut-être qu'ils ont été très rapides de prendre une décision, tout en sachant, comme quoi que c'était la décision, il faut bien un financement pour pouvoir financer le rapatriement. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, comme vous occupez un peu des problèmes de la communauté, je vois que vous êtes quand même dans le milieu associatif depuis pas mal d'années. Le 30 avril, beaucoup d'Algériens qui étaient assurés dans des associations tenues par des Algériens, la compagnie d'assurance qui les assurait, c'est Saham Assistance, dont le siège se trouve à Casablanca. Le président algérien, le président Tebboune, a limogé un président d'une assurance Amana qui se trouve à Alger, dont la filiale est Saham qui se trouve à Casablanca. Pour X raisons, on ne va pas mettre les deux peuples loin. Saham Assistance, ils ont pris une décision qu'à partir du 30 avril de cette année, de ne plus assurer les personnes qui ont plus de 80 ans. Imaginez sur 10 ou 15 000 adhérents, si c'est même un peu plus, vous allez vous retrouver avec 4 ou 5 000 adhérents. À l'heure actuelle, ils ne sont pas assurés. Est-ce que c'est une décision politique? Parce que le président de Amana, qui est de nationalité marocaine, a été limogé par le président de la République. Est-ce que les Marocains, pour se venger de notre communauté, habsouhat les assurances? Et aujourd'hui, les gens, ils se retrouvent dans une situation vraiment catastrophique. Ils ne sont plus assurés à partir du 30 avril. Celui qui a plus de 80 ans, c'est fini. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette... Alors, je ne suis pas au courant de ce que vous dites. J'apprends. J'estime que si le chef de l'État a pris cette décision, c'est qu'il doit y avoir des raisons impérieuses à cette décision. Je pense que c'est un secret de polichinelle que je suis membre du Comité national algérien d'aide au peuple sahraoui et que à ce titre-là, voilà, je sais que les difficultés face à la question du Sahara occidental sont assez nombreuses et je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sont les élections législatives algériennes. Par contre, vous soulevez le point du rapatriement, qui est un point essentiel et important. À ma connaissance, aujourd'hui, les personnes qui sont démunies, qui n'ont pas de ressources, se font rapatrier sur les fonds étatiques. Aujourd'hui, on a l'Algérien, je pense il est intelligent.
Et l'Algérien ne demande pas aujourd'hui de l'assistanat. Il faudra qu'on arrête avec cet assistanat de l'État. John Kennedy, je crois que c'était John Kennedy qui disait, ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État. Aujourd'hui, Yassi Mohamed, si j'ai 1800 ou 1900 euros de salaire et que je peux me permettre de payer une assurance de rapatriement, pourquoi je vais attendre ce que je dis, peut-être que ça va me coûter cher parce que je suis candidat aux élections, mais je préfère parler franc à l'électeur, je préfère parler franc à mes compatriotes en disant celui qui peut aujourd'hui se permettre de payer une police d'assurance pour le rapatriement, ou alors il attend l'État pour le faire. Alors qu'à ma connaissance, les personnes, et j'en ai géré personnellement des dossiers de personnes qui étaient démunies et qui ont dû se faire rapatrier en Algérie, elles n'ont pas payé un seul pécule. C'est l'État qui a payé pour eux. Donc à mon avis, le problème ne se pose même pas et je ne vois pas où est le problème. Justement, là vous parlez de... C'est vrai que l'Algérien, dans sa nature, il n'aime pas l'assistanat. Oui. Il y a eu une assurance qui a été créée, c'est la SA, oui. Un grand groupe, une assurance d'État, avec un groupe l'Amana, et pendant 2-3 ans, ils ont assuré les gens qui se trouvaient à l'étranger, en France. Et ça se passait bien. Un beau matin, au mois de novembre, toutes les associations ont reçu une lettre recommandée avec accusé de réception qu'à partir du 31 décembre, il n'assure plus personne. Et les gens, ils étaient prêts à payer. Ils ont payé pendant 2-3 ans. Donc vous voyez, avec tout ce que... la communauté algérienne, elle accepte. Mais à chaque fois, on est obligé, voilà, comme maintenant par exemple, avec cette affaire de Saham Assistance, dont le siège se trouve à Casablanca, si c'est une décision politique pour pénaliser les Algériens, aujourd'hui les gens qui ont plus de 80 ans ne sont plus assurés. Bien qu'ils étaient assurés depuis 10, 15, 20 ans. C'est pour ça que l'Algérien, au contraire, il n'attend pas simplement après d'être pour qu'il puisse être rapatrié une fois qu'il meurt. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont tout essayé. Il y a eu la SAA, quand même, c'est une compagnie algérienne d'assurance reconnue à l'échelle de toute l'Algérie. C'est elle qui assure les bateaux, qui assure les avions. Bien sûr. Voilà. Et du jour au lendemain, hop, de seul coup, on arrête les assurances. Les gens, ils payent leur assurance et ça se passait très très bien. De toute façon, c'est un véritable sujet qui préoccupe le mot haq ala kul wahd. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est vieux que... Ah oui, ça c'est sûr. Le mot haq ala kul wahd. Walakin, je pense que c'est une question qui préoccupe en premier lieu les personnes âgées et qui les préoccupe. Parce que, qu'est-ce que demandent les gens? C'est je paye ma police d'assurance et je ne veux pas en entendre parler. C'est-à-dire que le jour où il m'arrive un pépin, ma famille est assurée que mon corps sera transféré. C'est un véritable sujet. Je pense que, face à ce problème-là, il faut que les 8 députés, il y en a 4 en France et 4 dans le reste du monde, il faudra que les 8 députés se réunissent, ceux qui seront élus, il faudra qu'ils se réunissent et je pense qu'il faut qu'ils trouvent une solution en commun et faire une proposition de loi une fois pour toutes concernant ce problème. Parce que quand on est représentant de la nation et quand on est député, c'est aussi des solutions qu'il faut trouver. En tant que législateur, il y a des lois à proposer et à travailler. Si cela doit passer par des polices d'assurance algériennes, pourquoi pas? Mais pour cela, là vous abondez sur un autre programme, un autre projet dans mon programme, c'est l'ouverture des succursales de banques algériennes à l'étranger. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui une assurance algérienne avec une succursale de banque publique algérienne à l'étranger de pouvoir ouvrir le champ pour les Algériens établis à l'étranger pour pouvoir prendre des polices d'assurance. Ça peut être la banque qui aujourd'hui la banque postale elle propose des rapatriements vers l'Algérie. Voilà. Donc vous abondez sur un autre point de mon programme, c'est l'ouverture de succursales de banques algériennes. Après que le président de la République ait pris cette décision-là pour pénaliser les Algériens, je ne pense absolument pas que ce soit le cas. Je pense que c'est pour des raisons d'État. Non, c'est pas lui qui a pris. Lui, il a pris la décision. Il a limogé. Oui. Il a limogé. Pour des raisons. Voilà. Voilà. Par contre, le groupe Saham, dont le siège est à Casablanca, peut-être en réponse, voilà, on va arrêter les assurances de. Parce que ça a été fait du jour au lendemain. Pour une somme, pour un déficit, surtout pour une assurance comme Saham Assistance, c'est parmi l'un des grands groupes d'assurance au Maroc. Pour un déficit de 194 000 euros. Pour une assurance, c'est rien.
vous vous rendez compte, là ils n'ont pas du tout d'esprit commercial, puisqu'on limoge quelqu'un à la tête d'une assurance, et là en réponse de quoi on pénalise des centaines de milliers de personnes qui attendent d'être rapatriées. Donc je pense que la réponse est totalement disproportionnée, et surtout c'est les gens qui sont pénalisés plus qu'autre chose. Voilà. Donc c'est pour ça que cette communauté, à chaque fois, elle reçoit des coups de bâton. À chaque fois, elle reçoit des coups de bâton. Parce que vous savez, si on devait... Parce que le rapatriement, je crois, c'est quelque chose de très important pour notre communauté. Parce que le vœu, c'est d'être inhumé dans leur pays d'origine, et c'est tout à fait normal. Je crois que c'est la chose la plus importante qu'ils espèrent de leur vivant une fois qu'ils meurent. Mais le muscle aujourd'hui, c'est que bon, c'est vrai qu'il y a une loi qui dit que les gens qui sont démunis, qui n'ont pas assez de... Mais il faut que ça soit... appliquée, hein. Mais il faut que ça soit de la communication, il faut que... Vous tombez sur une personne âgée qui touche 800 ou 900 euros de retraite. S'il y a ces enfants qui travaillent, les conseillers disent non. Ils n'ont qu'à se charger de le... Là, très sincèrement, j'ai vu des cas similaires où l'État prenait en charge. Parce que la personne était démunie, même si ses enfants pouvaient, ils prenaient en compte son avis d'imposition. Et il y avait le côté humain quand même qui primait sur la chose, les personnes étaient en deuil, etc. Ils prenaient. Je ne veux pas être l'avocat de qui que ce soit, mais de vécu, je l'ai vu moi-même. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un véritable problème, cette question des rapatriements. Mais on a parté tout à l'heure, avant le début de l'émission, nous avons parlé de cette diaspora qui a énormément évolué. Moi, je connais de plus en plus de gens, et je pense que ce problème de rapatriement, dans les 10, 15 ou 20 prochaines années, je ne vais pas dire que ça va devenir anecdotique, mais presque, parce que je vois de plus en plus de personnes qui désirent se faire enterrer ici, et des associations musulmanes ou communautaires qui demandent aux municipalités en France des carrés musulmans. Parce que les gens, ils veulent être enterrés auprès de leurs enfants. Et je vais me faire enterrer en Algérie alors que mes enfants, je connais Gizorni, etc., etc. Je pense que l'évolution des choses va vers ça. Oh là, peut-être que je me trompe. Là, vous touchez un problème quand même qui est très important. 99% des gens qui se font inhumer dans ce pays, qui est la France, ils sont tous d'origine algérienne. Les Marocains, 99%, se font enterrer chez eux. Les Tunisiens, 99%, se font enterrer chez eux. Pourquoi là? C'est vrai que je pense que parce que quelqu'un qui se fait enterrer, non, en France, c'est vrai, moi je vis, je suis enterré ici, mes enfants, c'est qu'il y a une coupure avec le pays d'origine. C'est ça ce qui est grave. Les Tunisiens, par exemple, qui font enterrer leurs défunts en Tunisie, pris en charge par l'État tunisien, ils savent qu'au départ, il y a un coût à régler. Ça, c'est sûr, c'est l'État tunisien, en accord avec la sécurité sociale française, et ainsi de suite. Mais ils savent que la famille qui doit accompagner le défunt, ils sont 7-8. Et au fur et à mesure des années, les gens, ils sont obligés de retourner, parce que c'est un lien. Quelqu'un qui se fait enterrer c'est un lien. Si demain, notre communauté, dans 10-15 ans, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il se fait enterrer là, ce lien-là, il sera complètement coupé. Ou pas. Alors, d'un côté, oui, et c'est pour ça, j'abonde aussi, encore une fois, sur l'une des principales thématiques de ma campagne, c'est faire en sorte que les Algériens établis à l'étranger soient considérés comme des Algériens à part entière et non pas entièrement à part. Et vous abondez exactement dans ce... Et c'est aussi le rôle du député, de pouvoir être cette passerelle, ce lien entre ces Algériens et cette... on va te couper juste avant la publicité et on reprendra l'émission. Voilà, on reprend l'émission. Donc nous avons avec nous Yefri Menzarga. Je voulais vous demander, Yefri, c'est de quelle... l'origine du prénom Yefri. Moi j'ai essayé de chercher un peu, si on a le... Il y en a beaucoup qui disent c'est du côté de la Kabylie, pas du tout, c'est du côté d'Oran. Il y a un saint qui s'appelle Moulay Yefri, vers Tafraoui, si des gens connaissent un petit peu cette région-là. Non, pas vers Tafraoui, vers Sig. Il y a un saint qui s'appelle Moulay Yefri, voilà, et je pense que l'étymologie, elle doit remonter jusqu'aux Ottomans. En tous les cas, je porte le prénom de mon grand-père que je chéris énormément, qui fut un moudjahid, et d'ailleurs, ce patriotisme et cet amour fou pour le pays me vient de mon grand-père qui était illettré et analphabète, mais qui avait une conscience politique qui débordait. Et j'ai toujours été admiratif envers mon grand-père et je suis très fier de porter son prénom.
Parce que moi j'essaie de chercher Yifri, je pense que c'est le nom qu'on donnait à la ville d'Oran. À l'époque des Ottomans. À la porte des Ottomans. Oui, exactement. Parce qu'il y avait beaucoup de cavernes, beaucoup de... Oui. Voilà. Je ne voulais pas le dire, mais exactement, c'était le nom qu'on donnait à la ville d'Oran à l'époque des Ottomans. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous proposez? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez À notre communauté? À la communauté qui nous écoute, qu'est-ce que vous... parce qu'ils aimeraient bien savoir le projet que vous avez. Donc, on a parlé du rapatriement, on a parlé de... Le rapatriement, pour les comme vous billets, voyez, moi, pour je ne le mets pas du tout dans le programme. Mais aujourd'hui, notre communauté, l'Algérie en général et celui qui vit à l'étranger, a besoin de quoi? D'attention, d'écoute et de considération. Et c'est typiquement et exactement ce que je propose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le député doit être à l'image de l'Algérien. Alors, aujourd'hui, on est dans un monde qui est aussi numérique. La circonscription consulaire, la circonscription électorale de la zone 2, elle fait les 2/3 de la France. C'est énorme. Elle va de Nantes, elle va de la Bretagne jusqu'à Nice en passant par la Corse. C'est énorme, c'est beaucoup. Pour 2 députés. Déjà, bon, à mon avis, un 3e député n'aurait pas été de refus. Vous voyez ce que je veux dire, pour une plus grande représentativité. Aujourd'hui, les Algériens ont besoin aussi qu'on porte leur voix dans sa diversité. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle de la dernière décision gouvernementale, eh bien, il y a des Algériens qui sont pour, il y a des Algériens qui sont contre, une majorité qui est contre. C'est le rôle du député d'être le lien entre les autorités et cette communauté-là, notamment nos diplomates, nos représentations diplomatiques en France. Il faut qu'il soit une passerelle, un lien entre je ne vais pas dire ces deux mondes parce que ce n'est pas vrai, mais entre ces deux univers, entre la représentation diplomatique, qui a une mission bien particulière et spécifique, et la communauté qui est là. Le député, il est là pour la représenter, il est là pour parler en son nom, il est là pour proposer des solutions pour cette communauté et à cette communauté-là. Et c'est son rôle. C'est le député que je veux être, un député connecté aussi, parce que notre communauté est aussi composée de beaucoup de jeunes qui se désintéressent de la politique. Quand on parle aujourd'hui d'élections, beaucoup de gens disent, bon, on va voter, d'autres qui disent, non, on ne va pas voter. Il ne faut pas réduire ça à l'Algérie. Aujourd'hui, la défiance en politique, elle est internationale. Vous prenez en France, par exemple, les élections cantonales, et elles vont intervenir dans quelques temps après les législatives. Vous verrez le taux d'abstention de combien il sera. Les gens, ils ont une défiance envers l'homme politique parce que ils ne s'identifient plus à cet homme politique. Quand est-ce que le citoyen s'identifie au politique? C'est quand le citoyen voit clair sur l'avenir. C'est quand l'homme politique lui propose un chemin à faire ensemble, quand il lui propose un projet concret pour aller de l'avant. Là, le citoyen, il s'identifie et il abonde envers ce projet-là et il adhère à ce projet-là. Aujourd'hui, franchement, très, très sincèrement, il s'identifie pas parce que il n'y a pas de clairvoyance, il voit pas ce que lui propose le politique pour après. Et c'est pour ça que j'abonde dans le sens où il faut revenir à cette essence de la politique au sens noble de ce qu'est la politique. Quand vous prenez par exemple le programme que je propose, à aucun moment je fais des propositions populistes, baisse des billets d'avion, ça serait mentir aux gens. Tout à l'heure sur le marché aux puces, une dame me disait, si je vote pour vous, est-ce que vous allez ouvrir les frontières? Bon, j'ai dit, mais madame, déjà d'une, ce n'est pas de ma compétence, loin de là. Et de deux, je dis, mais ça serait vous mentir que de vous dire ça. Et je ne veux pas vous mentir. Je préfère que vous ne votiez pas pour moi et ne pas vous mentir. C'est aussi ça, faire de la politique. C'est des fois de dire aux gens des choses qu'ils ne sont pas prêts à entendre. Peut-être que je ne ferai pas long feu en politique, mais malheureusement, les gens ont besoin aussi d'entendre certaines vérités. Et je suis dans ce sens-là, moi. Je préfère dire des choses qui ne vont pas, ou dire des choses qui peuvent faire mal. Voilà, je préfère dire les choses telles qu'elles sont que de mentir aux gens ou tourner autour du pot et puis gagner une ou deux voix supplémentaires. Je ne suis pas du tout je mange pas de ce pain-là. C'est-à-dire le problème de la communauté, c'est tellement le chant des sirènes depuis des années. Juste là, il y a 15-20 jours de ça. Les gens, ils étaient vraiment très très contents en disant qu'il allait y avoir 5 vols quotidiens par jour.
Donc 5 vols par jour, Allah Ibarak, c'est quand même important. Oui. Et qu'une semaine après, 3 vols par semaine de toute la France. Une communauté, ça fait 1 an et demi, qui est confinée, là, qui ne pouvait pas rentrer chez elle. Hein. Et là, quand même, c'est quelque chose de... Et là, on est en train de voir, est-ce que l'État est incompétent pour pouvoir d'ouvrir les frontières, pas ouvrir les frontières. Ils font comme tous les autres pays du monde. Et pourquoi les gens qui sont vaccinés, le premier, le deuxième rappel, et avec un test PCR, même s'il faut essayer chaque 3-4 jours avec le test PCR quand ils se trouvent en Algérie. Là, les gens, ils descendent en Algérie, ils sont confinés pendant 5 jours. On fait une communication en disant que les personnes âgées ne payent pas le confinement, mais les personnes âgées dans un avion où il y a 250 passagers, j'en suis persuadé qu'il y a 4 ou 5. Les étudiants ne payent pas le confinement. Et donc c'est quand même ça. Les gens, ils sont déboussolés. Ils ont l'impression que le pays, les responsables algériens, ils les ont complètement jetés à la mer, complètement, que cette communauté, pour eux, elle n'existe même pas. Et donc il faut comprendre cette communauté. Parce que l'engouement de l'Algérien qui vit à l'étranger par rapport à son pays, c'est quelque chose d'énorme. Et là, il se retrouve 3 vols par semaine. Il n'y a même pas un vol de Marseille pour Constantine. Il y a un seul vol, c'est le samedi pour Oran. C'est des décisions, les gens qui sont en train de... Ou bien la situation elle est grave en Algérie sur le problème de la contamination. On voit les gens qui n'ont pas de masque, on voit les gens mener. Il y a un vaccin comme tout le monde. La France, elle vient d'ouvrir l'espace aérien aux Américains, aux Israéliens et à tous les pays du monde, à la Corée du Sud, l'essentiel qui soit. Il y a même des pays, le bonhomme quand il est vacciné, il n'a même pas besoin d'un PCR. Alors, c'est vrai que les Algériens, quand ils ont entendu cette annonce d'entre-ouverture partielle du ciel algérien, ils ont été contents. Ils ont été très contents parce qu'ils voyaient une lueur d'espoir de pouvoir retourner au pays. C'est vrai que la mise en application de cette décision a été très mal comprise par beaucoup de nos concitoyens. Il y a un défaut de communication, il faut l'avouer. Il y a un véritable défaut de communication. Dû à quoi, je ne le sais pas. Je n'ai pas analysé le pourquoi du comment ce défaut de communication. Moi, je comprends parfaitement l'impératif de l'État de vouloir protéger quand même les concitoyens établis à l'intérieur du pays. Parce que qui dit ouverture des frontières, dit plusieurs centaines de milliers, voire de millions de personnes qui vont rentrer en Algérie. Donc, il y a cet impératif de vouloir protéger les gens. C'est tout à fait honorable de vouloir protéger le concitoyen établi à l'intérieur du pays. Et je respecte cette décision. Par contre, moi, je suis pour une révision des conditions d'accès. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui a un test PCR négatif est obligé de se mettre en quarantaine pendant 5 jours. Je ne comprends pas. Alors qu'un test PCR plus un test que vous faites sur place, s'ils sont tous les deux négatifs, il rentre chez lui. Par contre, vous arrivez, vous avez un test négatif, on vous refait le deuxième test, il est positif. Là, ça justifie pleinement que vous restiez pendant 5 jours confiné à l'hôtel. Et au bout de 5 jours, on vous refait un test. Si vous êtes encore positif, encore 5 jours. Si vous n'êtes plus positif, Allah là, si ça avait été expliqué dans ce sens-là, je comprendrais et je pense que la majorité des Algériens auraient compris. Là, le fait de confiner les gens qui sont même négatifs et qui sont vaccinés, etc., c'est problématique. Par contre, quant à dire que les gens qui sont vaccinés, il ne faut pas faire de test PCR, je ne suis pas d'accord parce que quand on est vacciné, on peut transmettre le virus. Certes, vous n'êtes pas malade, mais vous pouvez quand même transmettre le virus. Donc sur ce point-là, là. Après, il ne faut pas oublier que cette décision a été prise suite aux recommandations des autorités sanitaires. Ça aussi, on oublie souvent de le dire, c'est que le comité scientifique, c'est totalement les recommandations du comité scientifique. Lequel met boche les avis le comité scientifique, l'avis du comité scientifique. C'est vraiment, c'est une situation qui est quand même désolante. Ce matin, on me disait aussi, au chauffe les Chinois. Ils ont eu le virus chez eux. Aujourd'hui, le virus a totalement disparu. Et mais j'ai rappelé à ces gens-là en disant attention. Les Chinois, quand ils ont mis un confinement, et oui, la discipline à l'asiatique, la discipline à la chinoise n'est pas la discipline du méditerranéen. Je ne dirais même pas de l'algérien. Je dirais du méditerranéen parce que nous avons la même culture du bassin méditerranéen. Nous ressemblons. Un algérien, un grec, un espagnol, un égyptien, un palestinien, on se ressemble parce qu'on est des méditerranéens.
Mais aujourd'hui, c'est vrai que cette décision du gouvernement, elle est mal comprise. Il faudra peut-être revenir sur un certain nombre de points, parce qu'il y a des points qui sont totalement injustifiés, d'autres sont justifiés. Voilà, donc je préfère être vraiment clair et être, comment dirais-je, le juste milieu. Khairul umuri awsatuha. Oui, mais quand même, ça pénalise les gens pendant 15 mois, 16 mois, chacun avec Bien un sûr. espoir, et après une douche froide d'un seul coup. C'est vrai Bien que sûr. Bien sûr. Moi, ça fait 2 ans que je ne suis pas descendu au pays. Et c'est le Covid aussi qui m'a empêché de descendre. Mais moi, avec les conditions, je vous le dis, moi je suis candidat, avec les conditions actuelles du gouvernement, je ne descendrai pas. Je ne vais pas vous mentir en disant que je vais descendre, je ne descendrai pas. Parce que c'est pénalisant. Et ce qui choque encore, c'est que le problème, c'est qu'Air France a un vol quotidien par jour. Chaque jour, il y a un vol qui part et qui revient. Le personnel navigant de l'avion, quand il arrive à Alger, est-ce qu'il est confiné? C'est ça le muscle. Les expatriés qui travaillent en Algérie, il y en a un paquet. Je peux dire des milliers. Oui. Le confinement n'est pas appliqué pour ces gens-là. Eh bien, il faudra qu'il... Alors, exactement, merci de mettre le point sur cette question-là. IDAC a un confinement. Le confinement doit s'appliquer à toute personne physique qui rentre sur le sol algérien, diplomate compris, étranger, diplomate étranger compris, personnel navigant, etc. Donc il faut que cette application, cette mise en application soit idem. Le personnel navigant ou là les diplomates on dit tiens le test PCR il est négatif donc ils peuvent rentrer. Donc bien entendu on peut le faire aussi pour le citoyen lambda. Voilà, donc il faudra quand même un juste équilibre dans les décisions et dans les mesures. Hicham, je crois qu'on a eu un appel, le monsieur là. Voilà. De toute façon, c'est une émission spéciale parce que c'est vrai que la radio, le rôle de la radio, c'est de donner la parole à tous les candidats. On a donné la parole à beaucoup d'opposants, donc c'est tout à fait normal que les candidats qui se présentent, ils sont libres, les gens qui veulent voter Maraba, celui qui ne veulent pas voter Maraba, mais qu'il puisse y avoir quand même un équilibre entre les gens, et c'est pour ça qu'on a décidé, la direction de la radio, on a décidé d'ouvrir on a appelé tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui a la preuve, vous m'avez laissé un message, et on s'est concerté avec la direction, ils ne sont pas opposés. C'est tout à votre honneur, je vous remercie. Et vous venez de parler du vote, par exemple. Moi, personnellement, je respecte parfaitement les personnes qui me disent je n'irai pas voter. C'est leur droit. Le droit le plus le plus absolu de quiconque de dire bon, moi, je n'irai pas voter. Comme lors de la manifestation de samedi dernier, je me trouvais à Toulouse, où je faisais campagne à Toulouse auprès de nos compatriotes établis à Toulouse. Il y avait des manifestants. J'ai discuté avec certains d'entre eux, tout à fait charmants, tout à fait respectueux et respectables. Le droit que confère la Constitution à l'Algérien de manifester, il est indiscutable. C'est-à-dire qu'il y a un droit constitutionnel qui dit tout Algérien a le droit de manifester. Bon. Par contre, je suis pour le droit de manifester, mais je suis contre ce qu'on empêche des Algériennes et des Algériens de pouvoir accéder au consulat, par exemple, pour refaire leurs papiers administratifs. Parce que j'ai vu ça à Toulouse, des gens qui ont été empêchés de rentrer au consulat parce qu'ils étaient en famille avec des enfants. Ils ont attendu un rendez-vous des fois longtemps. Ils sont venus, pour certains, de loin. Ils ont été empêchés d'accéder au consulat sous prétexte qu'il y avait la manifestation. Là, je ne suis pas d'accord. J'ai fait un peu de droit à l'université et je suis quand même très jaloux de la liberté. Et la liberté, elle va dans les deux sens. Oui, vous avez la liberté de manifester. Oui, on a la liberté de manifester. Non, nous n'avons pas le droit d'empêcher des gens d'accéder. Et encore plus, non, on n'a pas le droit d'empêcher des gens de voter. Parce qu'il y a quand même, et c'est une minorité de perturbateurs qui vous disent il ne faut pas aller voter et tous ceux qui se présentent ou là tous ceux qui vont voter, c'est une trahison. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que j'estime que le changement ne peut s'opérer que par voie légale et par voie électorale. Nous sommes une jeune démocratie, on a plus de 60 ans d'indépendance. Nous ne sommes pas arrivés au même niveau que les démocraties nordiques, mais nous avons quand même fait
pas mal de miracles pour une jeune démocratie indépendante. Je ne sais pas combien de partis politiques en Algérie. Le Hirak qui du 22 février, regardez, il est sorti, il n'y a pas eu une seule balle de tirée, il n'y a pas eu une seule échauffourée. Le peuple a été extraordinaire le 22 février sur ce Hirak, et ils ont été extraordinaires, ils ont nettoyé les rues. Il y avait vraiment, c'était à la même époque que les Gilets jaunes, et ils ont donné une leçon au monde entier de civisme. Ça veut dire que l'Algérien est capable de ça. L'Algérien est capable de ça, et c'est dans ses gènes aussi, ce civisme-là. Mais il faut lui donner l'occasion d'exprimer ce civisme. Et ça passe aussi par des Algériens, il y a beaucoup de gens qui ont été dans le Hirak du 22 février, qui se présentent aujourd'hui aux élections, parce que moi j'estime, je fais une lecture politique, d'autres peut-être qui ne seront pas du même avis que moi, mais j'ai le droit d'exprimer cet avis et de faire cette analyse-là. J'estime que le Hirak du 22 février, le Hirak authentique, a donné ses preuves. Ces preuves, c'est un nouveau président, c'est une nouvelle constitution avec une limitation des mandats présidentiels à 2, et ça c'est une avancée très importante. C'est même un garde-fou qui existait par le passé. Qui existait par le passé. Et qui a été remis par Bouteflika. Oui, qui a été remis par Bouteflika parce que Zaroual avait la constitution. Le militaire l'avait limité à 2 et le civil l'avait remis à. Non, ça c'est un point important, mais c'était aussi aux députés, excusez-moi, on revient au rôle du député. C'était au rôle des députés aussi de dire non, nous voterons pas cet amendement constitutionnel. Non, on ne le votera pas. C'est comme l'article 51. Les députés de l'immigration, est-ce ils sont montés au créneau pour dire non, les Algériens vivant à l'étranger, même s'ils ont 20 nationalités, ça restera toujours des Algériens à part entière. Et voilà, c'est ça aussi le rôle des députés. Le rôle des députés, c'est de dire non, je suis pas d'accord. Oui, je suis d'accord sur les mesures qui sont nécessaires, mais non, je suis pas d'accord. Moi, je serai un député libre dans la majorité, c'est-à-dire que je voterai les lois qui me semblent importantes et dictant l'intérêt supérieur de la nation et de la diaspora à l'étranger, et quand je ne serai pas d'accord, je n'hésiterai pas à l'exprimer, de dire je ne suis pas d'accord et surtout de voter contre. Voilà. Voilà le député que je souhaite être, un député libre. Ouais, c'est-à-dire l'Assemblée nationale algérienne, quand même, il y a un petit souci. Ils ont modifié la Constitution dernièrement, mais le dernier mot, il revient au Sénat. Oui. C'est ça, et quand même, l'Assemblée nationale, comme vous dites, c'est le peuple. Le Sénat, quand on sait que 30 ou 33% des sénateurs sur 100 sont nommés par le président de la République. Le tiers présidentiel. Le tiers présidentiel. Et cette loi, le Sénat, c'est au temps de Zaroual, s'il est encore vivant. Il est vivant encore. Ouais. Et son conseiller, Mohamed Bettim, général, qui était de Constantine. Ils ont fait cette loi dans le Sénat avec une arrière-pensée, en sachant que si demain les islamistes prennent le pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale, comme toutes les lois, elles devraient être amendées par le Sénat peut les refuser à n'importe quel moment, et l'Assemblée nationale est obligée de proposer. C'est ça parce que la prochaine Assemblée nationale algérienne, ça va être quelque chose quand même de très difficile. Mosaïque. Pour trouver une majorité, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que les listes indépendantes en Algérie, elles sont beaucoup plus importantes que les partis politiques. Oui. Peut-être ça peut être une chance, comme ça peut être... On ne sait pas comment ça va se passer. Là, vous venez de dire que demain, vous êtes à l'Assemblée nationale, s'il y a une loi qui est bonne pour l'intérêt de l'Algérie, ou pour l'intérêt de l'immigration, vous la votez, sinon, je donnerai mon point de vue, je ne la vote pas. Espérons, Inch'Allah, que ça va se passer comme ça. Est-ce que vous avez pensé demain une assemblée... Peut-être qu'il y aura beaucoup plus de jeunes que l'ancienne Assemblée nationale. Je pense, moi, si vous voulez, quand on parle de changement et qu'on dit que l'Algérie est sur la voie du changement, moi j'y crois, que cette Algérie est sur la voie du changement, et je crois en la sincérité des réformes politiques qui ont été entreprises en Algérie. Parce que sans ce changement-là, j'aurais pas été candidat à 30 ans. Et ma liste est composée de moitié de jeunes, et les 4, on a un niveau universitaire. Sans ce changement-là, sans cette chance-là d'imposer la parité, d'imposer un quota de jeunes pour commencer, parce que parfois il faut forcer la main pour pouvoir arriver à un certain niveau d'acceptabilité, de représentativité de la population. Eh bien, je pense pas que j'aurais été candidat aujourd'hui. Il y aurait aujourd'hui les têtes de liste, avec l'Assemblée précédente, comment elle a été, comment ont été désignées les têtes de liste. Aujourd'hui,
certes, l'Assemblée nationale qui va être élue demain, ça sera peut-être une espèce de mosaïque, hein, avec toute sa composante politique. Bon, avec chacun son idée politique, il faudra arriver à dégager une majorité. Je fais confiance en la maturité des jeunes, et ils l'ont prouvé lors du Hirak du 22 février. Je peux dire que, à mon avis, il va y avoir un sursaut lors du vote de cette Assemblée nationale, que les jeunes et les moins jeunes qui seront élus, ils vont prendre conscience que c'est quand même l'avenir du pays qui se joue. Et j'espère pour eux, et j'espère pour nous, que c'est l'intérêt du pays, l'intérêt suprême du pays qui va primer. Je fais confiance véritablement à la conscience politique des candidats qui sont en lice aujourd'hui. Et je rappelle quand même que les candidats qui sont en lice, ils ont les mains propres cette fois-ci, parce qu'il y a le garde-fou Kelani qui a quand même refusé un certain nombre de dossiers parce qu'il y avait suspicion de magouille. Je voulais juste, on arrive à la fin de l'émission, cette campagne électorale, ça vous a coûté quand même des moyens. Est-ce que vous êtes aidé par le pouvoir Alors, est-ce que je suis aidé par l'État? Non, parce que je me présente au nom d'un parti, c'est le parti de Feu Reda Malek Allah Yarhamou, qui était négociateur des accords d'Évian et ancien chef du gouvernement. Non, je ne suis pas aidé. Alors, les jeunes qui ont moins de 40 ans, qui sont sur liste indépendante, sont aidés. Nous, non. Moi, je vais vous dire la vérité, je touche le SMIC. J'ai ce projet-là de me présenter depuis à peu près 6-7 mois. Et c'est des économies personnelles plus des dents de la famille. Sans ça, je ne sais pas comment j'aurais pu mener campagne. C'est vrai que c'était difficile, mais le challenge est là, l'envie elle est là, la volonté elle est là, et c'est encore beaucoup, c'est du bonheur parce que j'ai envie, j'ai la niaque de vouloir y arriver, et très sincèrement, je me dis que écrire cette nouvelle histoire qui est en train de vivre l'Algérie, c'est passionnant, et ça n'a pas de prix. Voilà. Eh bien, marhaba bik في Marseille. On est heureux de vous avoir reçu, de vous donner la parole que vous exprimez. Les gens qui nous écoutent maintenant, ils connaissent ce qu'on Yifri Benzarga. En tous les cas, pour vos auditeurs et pour vous-même, sachez une chose, j'ai beaucoup aimé Marseille, c'était pas ma première visite, mais une chose est sûre, gagnant ou perdant, je reviendrai à Marseille régulièrement, ça c'est certain. C'est une promesse que je tiendrai volontiers. Marhaba bik et bon courage. Parce merci beaucoup. Avoir du courage pour... Merci beaucoup. Hicham, on te remercie. Non, on te remercie, à l'école. Parce que voilà, pour trouver quelqu'un pour l'Algérie, c'est quelque chose d'important. En tous les cas, j'ai oublié de dire, votez pour la liste numéro 12, le 12 juin, qui sera en position 12. Voilà. Allez, c'est bon, Inch'Allah. Voilà, on remercie toutes les auditrices et auditeurs de la radio. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu intervenir. Comme on a donné la possibilité aux candidats d'expliquer ça. Voilà, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Peut-être qu'on fera un débat dans la semaine et on va essayer d'avertir. Si il y aura un débat avec quelques... Sur Radio Gazelle. Radio Gazelle, la radio de toutes les couleurs.